Bien le bonjour et bienvenue à EP30. Au menu aujourd'hui, nous allons parler du congédiement de Claude Julien, de la situation qui entoure le Canadien de Montréal, à travers la Ligue nationale, les récentes nouvelles. Nous allons également parler de d'autres rumeurs qui circulent à travers le circuit Bettman. Nous allons parler des recrues cette saison, des Islanders de New York aussi, et plus encore, et même que nous allons faire un nouveau segment pour l'émission de ce soir. Et il s'agira du segment Choisis ta couleur qui consistera dans le fond à choisir entre le vert ou le rouge. Le vert qui voudra signifier être en accord et rouge être en désaccord. Et là on aura plusieurs phrases et là on va dire notre opinion à la fin de l'émission. Donc pour parler de ça, je suis avec Hugo Reich. Salut Hugo. Salut Andrew, ça va bien? Ça va super bien toi? Écoute, ça va bien mieux que d'habitude. Fait que je suis vraiment content d'être de retour avec toi là, Ouais, je pour suis faire un peu fier de que tu ronde. sois bien rétabli, que tu aies pris du repos puis que tu ailles du mieux pour l'émission de ce soir parce que ça va être assez intéressant. On a beaucoup de contenu au menu puis on va discuter de ça pendant longtemps. C'est sûr qu'on a juste 30 minutes, mais du coup, il faut faire 30 minutes là. C'est sûr que ce sujet-là, on pourrait en parler au moins une heure facilement là. Ah ouais, Il y a beaucoup de assurément. contenu ce soir. Donc, je voulais commencer avec Claude Julien. Écoutez, on a appris cette semaine que Julien a perdu son poste tôt, le jour en plus, c'est mardi matin. Dans le fond, Don Sweeney, le directeur général des Bruins, a affirmé que Claude Julien n'était plus membre des Bruins. On sait que Julien était l'entraîneur-chef, lui qui était le plus avec la plus longue séquence dans la même équipe sans être congédié. Il entamait dans le fond sa 10e saison avec la formation du Massachusetts, pardon. Et bon, on sait il a récolté 417 victoires dans le parcours avec les Bruins. Et bon, c'est des chiffres assez surprenants et même assez exceptionnels pour le Québécois. Et je voulais que tu me parles un petit peu de Claude Julien parce qu'on sait c'est malheureux là, qu'il ait perdu son emploi cette semaine. Et penses-tu qu'il pourrait se retrouver un emploi par la suite? Avec toutes les spéculations qui se passent autour de la Ligue nationale et surtout avec le Canadien de Montréal qui va moins bien ces temps-ci, Claude Julien est sur la bouche de tous les journalistes, tous les experts, que ce soit RDS ou TVA Sport. Ouais, je peux te parler un peu de lui sans problème. Pardon. Alors, Claude Julien, comme tu sais, au niveau de sa carrière de coach, a commencé en coachant les Bulldogs, ben, les Olympiques de Hull dans la Ligue junior majeure du Québec en 1996. Par la suite, il est allé en 2000 avec les Bulldogs de Hamilton, là où il a coaché 3 ans. Après ça, les Canadiens l'ont appelé pour qu'il devienne entraîneur-chef de l'équipe de la saison 2002-2003 à la saison 2005-2006. Là-dedans, les Canadiens ont fait les séries une fois. En 2003-2004, ils ont perdu en deuxième ronde des séries éliminatoires. Par la suite, a perdu son emploi à Montréal, mais a trouvé une place assez rapidement l'année d'après avec les Devils du New Jersey, là où il a quand même remporté 47 victoires en 79 parties. D'ailleurs, l'équipe a perdu en deuxième ronde des séries éliminatoires cette année-là. Par la suite, un peu comme je l'ai écrit dans mon article, c'était une relation amour-haine alors que Julien débarquait à Boston en 2007-2008, jusqu'au moment où il s'est fait congédier cette année. Là-dedans, il a participé 2 fois à la finale de la Coupe Stanley, 7 présences en séries éliminatoires en 9 ans à Boston et il a même gagné une Coupe Stanley en 2011. Claude Julien est un des meilleurs entraîneurs de la LNH. Il faut pas le négliger et c'est sûr qu'il va se trouver un emploi très bientôt. Dans un article où j'ai parlé justement qu'il pourrait se retrouver au Blues de Saint-Louis, pardon, et si c'est pas le cas, ben Montréal peut quand même rester une ville candidate puisque il y a beaucoup de spéculation au niveau de le danger qu'a Michel Therrien présentement au sein de l'équipe. Exactement, écoute, il faut pas oublier aussi, Claude Julien a quand même remporté le trophée qui est remis à la meilleure entraîneur de la saison au complet en 2008-2009. Il s'est vu remettre le trophée Jack Adams remis, comme je viens de le mentionner, au meilleur entraîneur de la saison. Il avait affiché un dossier de 53 victoires, 19 revers et 10 défaites en surtemps, ce qui est un gros plateau pour Claude Julien en une saison avec les Bruins de Boston. Et ça remonte à 2008-2009. Écoute, c'est comme on l'a mentionné un petit peu plus tôt, c'est malheureux, c'est triste. Il y a peu de
d'entraîneurs québécois dans la Ligue nationale. Et ça faisait partie, selon moi, les meilleurs entraîneurs québécois dans la Ligue nationale. Là. Claude Julien est parmi les tops des entraîneurs québécois actuellement encore. Et je suis convaincu et je suis d'accord même avec toi. Les Blues de Saint-Louis, on sait que là, pour le moment, ont un entraîneur, Mike Yeo, qui est pour ma part, c'est un bon entraîneur, mais je pense que Claude Julien a beaucoup plus d'expérience, bien entendu, beaucoup plus de talent. C'est un gars qui, dans la chambre, a un caractère. C'est un gars qui est capable de ressaisir les coudes des joueurs. Écoutez, les Bruins, là, quand ils tiraient de l'arrière 2-0 ou 3-1 après 20 minutes, 40 minutes de jeu, Claude Julien, pour ma part, j'ai écouté souvent comme on dit, là, 24 CH, mais version les Bruins de Boston, dans le fond. Et écoutez, c'est hallucinant comment il a les bons mots pour encourager ses joueurs, les motiver, son équipe, ressaisir. Puis j'ai vu souvent de ces rencontres-là où que les Bruins ont été capables de se reprendre en main au troisième 20. Et écoutez, c'était la remontée des Bruins et ils l'emportaient par la suite. Puis c'est honnêtement dans la Ligue nationale des entraîneurs qui ont toujours le bon mot juste et le bon mot à dire, c'est rare. Et Claude Julien, c'est parmi ceux-là. Puis il y a eu les commentaires de Mike Babcock, là, on l'a vu aussi au courant de la semaine. Écoutez, ça c'était de très beaux mots qu'il a lancés à son compatriote, lui qui ont été ensemble à la Coupe du Monde évidemment. Effectivement, Andrew, je tiens à rajouter aussi sur ton point que Claude Julien est un des entraîneurs dans toute la LNH qui a le plus de volonté de gagner que j'ai vu, que j'ai témoigné. Alors, c'est très important dans n'importe quelle équipe. Tu sais, tout le monde veut se rendre au bout, tout le monde veut gagner la Coupe cette année. Avoir un entraîneur qui pense comme ça, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est super important. C'est une très belle acquisition. Ouais, et en même temps aussi, là, Claude Julien va être sûrement dans les candidats pour combler le poste, dans le fond, aux Golden Knights de Las Vegas la saison dernière. Il est clair qu'il va être dans les candidats et je pense même que je lui souhaite même aussi le poste d'entraîneur-chef pour la nouvelle équipe d'expansion de la Ligue nationale la saison prochaine. Donc, on parlait aussi, là, on va changer d'organisation. Écoutez, les rivaux des Bruins, le Canadien de Montréal, on sait, sont dans une mauvaise impasse. Et puis, bon, le Canadien qui tente peut-être de renouer vers la victoire ce soir face aux Coyotes de l'Arizona. Bon, le Canadien qui n'a pas marqué de but à leurs deux derniers matchs. Les deux derniers matchs, c'est face aux Oilers d'Edmonton et à l'Avalanche du Colorado. On vous rappelle donc qu'ils avaient perdu contre les Oilers 1-0 en tir de barrage et par la marque de 4-0 mardi soir face à l'Avalanche du Colorado au Pepsi Center où là Mark Barberio enfilait l'uniforme de l'Avalanche et affrontait pour la première fois son ancienne équipe. Là où il a fait une passe d'ailleurs aussi. Oui, il a eu 2 points même. Oui, 2 points, c'est vrai, c'est vrai. Il a eu 2 points aussi, il a eu une passe sur le 4e but aussi. Donc, bon, le Canadien, comme on l'a dit, sont dans une mauvaise posture présentement. Toi, qu'est-ce que tu penses le pire qui peut arriver présentement pour le Canadien? En fait, ce qui cloche à Montréal présentement, c'est le rendement à l'attaque. Et c'est une des raisons pourquoi Benjamin veut se lancer vers un gros attaquant lors de la date limite des transactions. Mais je ne vais pas trop empiétrer sur ce sujet-là parce que je sais qu'on va en parler plus tard dans l'émission. Mais ce qui va mal en ce moment à Montréal, en fait, c'est oui le manque de production offensive, mais aussi le manque de sérieux de Carey Price. Cela étant dit, je trouve que Carey Price présentement ne joue pas à la hauteur qu'il est supposé jouer. C'est pas le Carey Price de la Coupe du Monde et c'est certainement pas le Carey Price de la saison 2013-2014. Là où il a remporté 2014-2015, excuse, là où il a remporté 4 trophées. Donc, le trophée Hart remis au joueur le plus important de son équipe. Cela étant dit, Price, dans les 5 derniers matchs, a une fiche de aucune victoire, 5 défaites, une moyenne de buts alloués 3.23 et un pourcentage d'arrêt de 854. C'est un peu décevant quand tu y penses. Ça fait en sorte que les joueurs manquent de motivation et se découragent assez facilement. Maintenant, le fait qu'ils ont perdu contre l'Avalanche du Colorado, ça n'a pas aidé leur sort. Ils peuvent se reprendre toutefois ce soir à partir de 9h contre les Coyotes de l'Arizona, oui. Et ça serait un bon rebondissement.
si on peut le mettre comme ça, Ouais. pour la troupe de Michel Therrien. Exactement, écoute, je suis tout à fait d'accord avec toi sur les points que tu apportes. Écoute, Carey Price, on le sait là présentement, c'est difficile pour lui au cours des derniers mois même. Price qui, bon, reçoit beaucoup de critiques et aussi des fois on a noté quelques belles arrêts que Carey Price a réalisé. Bon, celle face à Rasmus Ristolainen au Centre Bell alors que les Sabres étaient en ville. On s'en rappelle, l'arrêt de la mitaine aux dernières secondes de la troisième période. Écoutez, c'est des petits moments, on dirait, qu'on retient de Price. Dans les dernières saisons, comme tu l'as dit, il a eu 4 trophées. C'est assez hallucinant. Mais moi, je me dis, j'ai pas vraiment peur de ce que Price vit présentement parce que je me dis, écoutez, Price, c'est un humain comme tout le monde. Je pense que c'est pas, c'est normal des disettes. Ça arrive dans une carrière d'un joueur où ce que tu as de la difficulté et tu tentes de bon, tu tentes de remonter, mais ça ne fonctionne pas. Alors, bon, tu joues un petit peu sur la panique, si on veut. Et du côté de Carey Price, là, on l'a vu là, depuis les derniers mois, il a beaucoup de la difficulté avec son bouclier à faire les arrêts qu'il faisait auparavant avec d'une facilité incroyable. Écoutez, on se souvient à l'époque, là, Price, les arrêts, il a tellement l'air calme. Et là, on dirait, il est toujours calme, mais on dirait que c'est pas le même Price qui est devant le filet. On dirait que c'est un Price qui oui, est calme, mais dans un sens panique parce que bon, ses joueurs ne lui fournissent pas le rendement qu'il devrait offrir devant lui. Et aussi, bon, hein, on sait le Canadien aussi, Price n'offre pas aussi le rendement aux joueurs qui sont devant lui. Donc c'est un petit peu du donnant-donnant. L'équipe au complet ne donne pas assez. Bon, on sait, là, tu as parlé tout d'abord de l'attaque. Je suis 100% d'accord avec toi là-dessus. C'est pour ça aussi d'ailleurs que des joueurs comme Duchesne, Landeskog ou même Hanzal, qui d'ailleurs, je tiens à préciser, ne va pas participer au match de ce soir. Est-ce que c'est un petit clin d'œil envers une transaction imminente? Je ne le sais pas. Mais Hanzal, Duchesne, Landeskog, ça serait des atouts quand même assez importants pour le Canadien de Montréal, donc à considérer pour le DG. Oui, en effet. Donc, maintenant, nous allons faire un petit tour à travers la Ligue nationale, plus précisément à Long Island, où les Islanders, bon, on se souvient, étaient dans les pires équipes de l'Association de l'Est. On parlait de beaucoup de rumeurs de transactions avec John Tavares et puis vice-versa. Mais depuis le congédiement de Jack Capuano, faut se l'avouer, écoutez, depuis l'embauche de Doug Wegg à titre d'entraîneur-chef par intérim, les choses ont vraiment reviré à New York et c'est hallucinant comment que les Islanders ont vraiment changé leur saison seulement qu'avec un changement d'entraîneur. Et je voulais un petit peu que tu me parles de la situation actuelle des Islanders. Pourquoi est-ce que le succès de Doug Wegg fonctionnait mais qu'avec Jack Capuano ça ne fonctionnait pas? Alors, Doug Waite a été un joueur de hockey qui a connu beaucoup de succès lors de sa carrière. Euh, a une mentalité un peu différente de celle de Jack Capuano aussi. Va mettre l'accent plus sur l'attaque. C'est pour ça que le rendement offensif des Islanders a augmenté. Et d'ailleurs, les Islanders marquent plus de buts maintenant qu'il en concède. Et dans les 9 derniers matchs, les Islanders ont une fiche de 6 victoires, 1 défaite et 2 défaites en temps réglementaire. Ils sont vraiment méconnaissables, ces Islanders. On parle du 10e rang dans l'association Est, ainsi que, attends, laisse-moi 2 secondes, 19e rang dans la Ligue nationale. Ils approchent tranquillement des séries éliminatoires, lentement mais sûrement. J'espère que ça va être un petit conte de fées comme les Sénateurs d'Ottawa il y a 2 ans. Mais en tout cas, tout indique que les Islanders sont sur la bonne voie pour retrouver leur succès des années précédentes. Ouais, en effet, écoutez, là, les Islanders, là, on parlait à l'autre émission, on s'en souvient, que bon, on parlait que les Islanders, faire les séries, c'était une cause perdue et que bon, on pourrait commencer à voir où on pourrait échanger nos John Tavares, etc. Mais là, les Islanders, on peut se le dire, sont rendus dans une posture vont se battre pour les séries éliminatoires. Faut pas oublier aussi que le classement dans l'Est est très serré. Écoutez, là, la 10e place dans l'Est, dans la carte du classement, écoutez, 54 points entre la 10e place et la 3e place. Il y a 4 points qui différencient les deux équipes. Et c'est hallucinant, là.
je veux dire, la bataille est serrée. Et puis, il y a des équipes, oui, peut-être qui vont relâcher, d'autres qui vont peut-être persévérer et continuer peut-être pour se tailler un poste pour une place, pardon, dans le fond, pour les séries éliminatoires. Mais on va voir peut-être plus vers le mois de février, plus vers la fin même, qu'on va voir vraiment les équipes abandonner et peut-être jeter la serviette comme l'Avalanche présentement. Là. Ça, c'est une cause bien perdue pour l'Avalanche, malheureusement. Ouais, Ouais, mais écoutez, les je le connais Islanders, bien. comme on le dit, en effet, c'est vraiment Doug Weight, la vision qu'il amène. Comme tu dis, je suis 100% d'accord avec toi. Il amène une énergie différente dans le vestiaire et ça paraît. Encore une fois, je tiens à dire qu'il y a beaucoup de pression sur les épaules du capitaine John Tavares, mais on peut voir que Tavares est plus dans son élément maintenant. On peut voir qu'il joue plus en confiance et qu'il a le goût de rester à Long Island. Oui, exactement. On a beaucoup de rumeurs qui circulent à travers la Ligue nationale et là, il y en a une qui va vraiment s'alimenter ce soir parce que le directeur général des Blues de Saint-Louis, Doug Armstrong, était présent au TD Garden de Boston ce soir pour l'affrontement des Bruins de Boston. Et là, ça fait jaser sur les médias sociaux. On associe ça avec Kevin Shattenkirk et David Krejci, des joueurs comme ça, etc. Et toi, tu penses-tu que ça concernerait une transaction, en fait, une éventuelle transaction avec les Blues et les Bruins qui concernerait, dans le fond, Shattenkirk? En fait, je crois que la présence de Doug Armstrong au match des Bruins est très intéressante. Encore une fois, les Bruins de Boston sont en ligne pour ne pas être présents lors des séries éliminatoires pour une troisième année consécutive. C'est assez décevant. Euh, pour ce qui en est de Kevin Shattenkirk et David Krejci, ben, je vais te faire un petit tour de table en présentant leur fiche cette saison. Alors, Krejci, lui, a 34 points en 55 parties, a 13 buts, 21 passes et un cumulatif de moins 13, tandis que Shattenkirk, lui, euh, a 37 points en 54 parties, 11 buts, 26 passes et un cumulatif de moins 12. Alors, pour les Bruins de Boston, avoir un défenseur plus stable en Kevin Shattenkirk serait un atout assez important, puisque, comme tu le sais, euh, la défensive des Bruins de Boston est un aspect très difficile présentement dans leur jeu. C'est quelque chose qui est pas à leur avantage. Avec Shattenkirk dans leur rang, ça l'amènerait une stabilité, un peu d'expérience au sein des jeunes. Je pense entre autres à Kevin Miller et des joueurs comme ça. Par la suite, il y a des vieux joueurs comme Zdeno Chara qui lui, en fait, commencent à pencher vers la retraite tranquillement. Et l'apport de Krejci à Saint-Louis, si, admettons, on pense que dans un monde idéal, il va y avoir une transaction comme ça, Krejci, lui, a définitivement un talent offensif naturel. L'an dernier, a eu 63 points en 72 parties. Et c'est sûr qu'il pourrait aller aider les Blues au niveau offensif. Toi comme moi savons que les Blues cette saison ont une campagne en deçà des attentes. Et qui sait, peut-être avec l'arrivée d'un joueur comme Krejci, ça pourrait ajouter un petit peu de piquant à leur saison ou même les motiver à mieux jouer pour la saison prochaine ou avoir un meilleur rendement la saison prochaine aussi. En effet, vraiment, en effet, je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Tu m'enlèves vraiment les mots pour argumenter dans ce sujet-là. Écoute, comme tu le dis, Krejci, ça pourrait peut-être relancer là, la saison des Blues. On sait que bon, Saint-Louis, là, c'est pas tellement la saison qu'on s'attendait d'eux. Le rendement également aussi. Écoutez, c'est sûr que Boston on a de très bons joueurs de centre. Là. On a Patrice Bergeron, David Krejci, Ryan Spooner, Dominic Moore. Il y a même aussi Riley Nash qui peut jouer au centre aussi. Donc, Ouais. on se retrouve dans une situation où on doit en faire jouer un des cinq à l'aile et c'est Riley Nash qui paye le prix sur le quatrième trio. Je voulais juste faire un petit retour sur le top 6 des Bruins. Hein. On sait que là, le premier trio, c'est Marchand, Bergeron et Bacchus. Le deuxième avec Pasternak, Krejci et Beleskey. Ce top 6 là, pour moi, je trouve que Beleskey et Bacchus devraient peut-être pas être là. Ben, surtout Beleskey, là, je ne comprends pas pourquoi il est sur le deuxième trio. Mais c'est sûr que, bon, dans le cas de Boston, il n'y a pas d'autres joueurs qui peuvent prendre la place de Beleskey là, à l'aile gauche sur le deuxième trio. Mais ça reste que si les Browns veulent faire les séries éliminatoires,
c'est évident qu'ils devront aller chercher un défenseur de la trempe de Kevin Shattenkirk. C'est un sujet inévitable pour eux. Et aussi peut-être un ailier gauche là, de deuxième trio. Là, ça serait parfait pour eux. Et il s'agirait même d'une menace pour les présentes séries éliminatoires qui vont commencer au printemps. Mais comme tu disais, tu sais, il y a beaucoup de rumeurs dans les derniers temps. On parle beaucoup, là, on alimente, là, comme tu as dit, le Krejci, Shattenkirk. Pour moi, je pense que c'est une transaction qui est très intéressante. Un contre un, je trouve que la valeur des deux joueurs est similaire. Et ça pourrait être un échange, comme tu as dit, bénéfique pour les deux équipes. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Effectivement, et tu sais, dans le cas de Belesti, je peux amplement comprendre ton questionnement, puisque, comme tu le sais, Belesti a, euh, a été un peu surestimé, si tu me permets l'expression, surtout lors de sa dernière campagne avec les Ducks d'Anaheim où il a marqué 22 buts. C'est ça en fait qui a fait les Bruins, qui a fait en sorte que les Bruins, pardon, ont comme allumé à son sujet, a voulu l'avoir dans son équipe et comme tu le sais, Belski est un gros gars, est capable d'être robuste sur la patinoire. Dans le fond, on vient vraiment se jumeler au style de jeu des Bruins. Exact. Mais je suis d'accord comme toi. Je suis d'accord avec toi, pardon, que Belletti n'a pas sa place sur le deuxième trio. 7 points en 31 matchs pour le gros attaquant, c'est assez décevant. Exactement. Puis écoute, s'il joue avec Krejci et Pasternak, là, il n'y a pas de raison pourquoi est-ce que Beleskey trouve pas le fond du filet. Écoute, il est avec deux excellents joueurs. Écoute, Pasternak, c'est un joueur talentueux. C'est l'avenir Oui, de cette organisation-là. C'est pas effectivement. mêlant. C'est le meilleur attaquant des Bruins en compagnie de Bergeron et Marchand. Le Bergeron aussi là, qui commence à retrouver un petit peu sa saison parce qu'écoute, il a eu lui aussi une saison difficile, là, Et oui, vraiment loin des attentes qu'on s'attend à chaque année de lui. c'est assez décevant, Et oui. exactement, et là les Browns eux aussi sont près des séries éliminatoires et ils sont à quelques points, écoute, ils sont à 2 points des Maple Leafs de Toronto de faire les séries éliminatoires. Donc les Browns vont se battre jusqu'à la fin et d'après moi ils vont être agressifs sur le téléphone le 1er mars, je te le Ouais, garantis. effectivement. Et bon, parlant des jeunes joueurs, on a des recrues cette saison. Écoute, des joueurs que on n'aurait jamais pensé qui seraient dans la Ligue nationale à leur première saison et qui sont flamboyants et qui sont fumants. Des joueurs même qui ont pensé qu'ils allaient faire leur équipe respective à leur première saison, mais qui ne allaient pas autant produire autant qu'ils font présentement. Je vais lancer des noms comme Mitchell Marner et compagnie. Là. Écoute, Ouais. c'est assez hallucinant. Et je voulais que tu me parles un petit peu, c'est quoi pour toi les surprises cette année et les déceptions cette année chez les recrues? Alors, j'ai pas, j'ai pas nécessairement de déception, là. Tu vas me trouver un peu fou, mais tu l'as dit tantôt. Je trouve que la plus grande surprise, c'est Mitch Marner, en fait. Il y a beaucoup d'éloges envers Austin Matthews et je dois lui donner. L'Américain est très bon avec les Maple Leafs de Toronto, mais on oublie le travail complètement efficace de Mitch Marner qui est dangereux à chaque présence sur la patinoire. Et ça, un joueur rapide comme ça, intelligent comme ça c'est pas dans n'importe quelle équipe de la LNH. Et ça se retrouve pas partout dans la ligue aussi. Alors Mitch Marner est une grande surprise pour moi. Sinon, au niveau des déceptions, j'en ai pas vraiment, mais c'est plus une déception au niveau de la Ligue nationale. J'ai écrit un article là-dessus récemment, c'est à propos de Zach Werenski. Zach Werenski, qui est le défenseur numéro 2 des Blue Jackets de Columbus à sa deuxième saison dans la LNH. À sa première saison complète. Euh, c'est assez impressionnant pour un jeune homme de 21 ans. Alors, au niveau de la reconnaissance de Werenski sur l'ensemble de la LNH, c'est vraiment décevant. Mais sinon, au niveau des joueurs, si j'avais à penser comme ça sur le vif, je pourrais dire peut-être Magnus Pujujarvi qui n'a pas pu se faire une place stable avec les Oilers d'Edmonton, qui est retourné dans la Ligue américaine et qui joue présentement qui est dans les mineurs. Alors, ça serait principalement la seule déception que j'aurais cette saison au niveau des recrues, mais sinon, oui, Mitch Marner fait partie des grandes surprises de cette saison. Ouais, exactement. Écoute,
Moi, j'en ai des déceptions et des surprises. C'est évident, là, les surprises. Je pense que tout le monde en a. C'est impossible que personne ait de surprise sur les recrues cette année. Écoute, vraiment, le joueur qu'on oublie tout le temps, c'est Mitch Marner. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Même, il est le meilleur marqueur des recrues, à 46 points au premier rang cette saison chez les recrues en 52 matchs. C'est le joueur qui alimente Matthews, c'est le joueur qui complète Matthews, c'est le joueur qui lui remet la rondelle, c'est le joueur qui contribue au succès de Matthews. Et bon, on oublie souvent Marner parce que bon, Matthews, ça a été un choix de première ronde au total, là, le premier dans l'encan. Et dans le cas de Marner, il n'a pas été le premier, mais écoute, c'est quand même un choix de première ronde aussi, Marner. Mais cela étant dit, écoute, Matthews, j'enlève rien à Matthews, mais Marner, faut lui donner ce qu'il faut lui donner. C'est un joueur rempli de talent, un patin phénoménal. C'est un gars qui, vraiment, sa vision du jeu est hallucinante. C'est un gars qui, vraiment, là, est capable de faire produire ses coéquipiers et c'est hallucinant, là. Pour moi, je pense que la surprise, la plus grande surprise, là, c'est Mitch Marner en compagnie du défenseur Zach Werenski. Je pense que personne s'attendait à ce que les Jackets aient mis la main sur un défenseur comme Zach Werenski, parce que écoute, Werenski, là, c'est l'avenir des Blue Jackets à la pointe, avec Seth Jones évidemment. Oui, Et Ryan Murray sans aucun aussi. doute. Mais c'est ça, les Jackets disposent de beaucoup de jeunes prodiges à la pointe qui sont présentement aussi avec les Blue Jackets aussi. Mais Werenski aussi, là, 31 points en 52 matchs, c'est un gars qui vraiment un défenseur polyvalent, autant bon à l'attaque qu'à la défense. C'est un gars qui vraiment est bon sur l'avantage numérique. C'est vraiment une menace pour les équipes adverses. C'est un gars qu'on surveille souvent sur la carte. Quand on envoie dans le fond nos hommes en infériorité numérique, là, on pense peut-être aux Canadiens là, qui, on sait, Werenski là, vraiment a dominé là, les matchs qu'on a joués contre les Blue Jackets. Le Canadien vraiment s'est retrouvé dans l'eau chaude, là. On se rappelle bon aussi le 10-0 aussi. Je pense que bon, tous les joueurs des Jackets ont vraiment dominé l'ensemble des joueurs du Canadien dans cette rencontre-là. Donc, je ne vais pas faire de retour non plus sur cette rencontre-là. Je pense que c'est vraiment un moment à oublier pour les amateurs du Canadien de Montréal. On veut pas se rappeler des mauvais souvenirs, là, c'est pas le temps. Ouais, exactement. Donc, je m'échappe un peu. Donc, pour revenir à ce que je voulais dire, excuse de t'interrompre, pardon. Donc, dans le fond, je parlais de Werenski, Marner, mais il y a d'autres surprises aussi. Je pense également aussi, bon, à le joueur également aussi des Maple Leafs, Zach Hyman, qu'on parle pas beaucoup non plus. C'est plutôt un joueur de profondeur. Écoute, c'est un gars impressionnant. C'est un gars dans les coins des rampes, il est bon pour jouer l'échec avant. C'est un gars qui vraiment fait ce que Babcock souhaite attendre de lui. Souhaite, si dans le fond, Babcock dans le fond est très heureux d'avoir un gars comme Zach Hyman dans son alignement. Écoute, Hyman, là, c'est un joueur que personne connaissait bon, à l'aube de la saison. Et puis, il a ouvert des yeux en cette campagne. Écoute, c'est un gars qui est important aussi et qui est indispensable pour les Maple Leafs de Toronto. Absolument. Je suis complètement d'accord avec toi. Zach Hyman fait penser un peu à Brendan Gallagher, mais oui, encore plus jeune. Alors, c'est encore plus un avantage. Ouais, exactement. Et bon, on a aussi les William Nylander et vice-versa, là. Je veux parler aussi de Sebastian Aho, qui était aux Hurricanes à Caroline. Pour moi, c'est une surprise. C'est un gars que j'aime. C'est un bon joueur de hockey. Écoute, il joue quand même avec les Hurricanes de la Caroline, mais n'empêche que Aho a 16 buts cette saison. Il se retrouve au 6e rang des meilleurs pointeurs chez les recrues. C'est un excellent joueur de hockey. Ça va être le futur des Hurricanes de la Caroline et son atout offensif vraiment fait de lui un joueur remarquable et surtout dans l'équipe où il est. Je pense que EO va être vraiment une bonne chose pour les Hurricanes, mais c'est sûr que ne gagnera pas le Calder cette année, mais n'empêche que quand même, pour un jeune joueur comme EO, c'est quand même impressionnant de voir qu'il est capable de contribuer pour les Hurricanes de la Caroline. Il est clairement à surveiller, ouais. Ouais, en effet. Et maintenant, je veux rentrer dans les déceptions. Écoute, j'ai bien aimé Travis Konechny au début de la saison. J'ai adoré son style de jeu, mais là, faut que j'avoue que Konechny me déçoit. Je pensais que Konechny allait maintenir la cadence. Je pensais pas que Konechny allait soudainement bon, avoir vraiment un gros, comme on dit en anglais, up and down, des hauts et des bas. Mais là, les hauts pour Konechny présentement sont vraiment... sont très rares. Sont absents en effet.
Je voulais parler d'un autre aussi que je suis déçu et puis il y a eu beaucoup de rumeurs avec lui cet été, c'est Jimmy Vesey. Pourquoi Vesey? Parce qu'écoute, on avait vu beaucoup de rumeurs de transactions sur Vesey, on avait vu beaucoup d'espoir sur Vesey avec les Rangers, et même quand les Sabres sont allés le chercher au Prédateur de Nashville, là, et on a vu vraiment là, que Vesey voulait rien savoir des Sabres de Buffalo, j'ai trouvé ça plate, et parce que bon, ça aurait été intéressant de voir Vesey avec Eichel d'une part, mais d'une autre Oui, part, je pense que Vesey avec les Rangers, c'est un bon fit, comme on dirait en anglais. C'est vraiment un bon match-up, si on veut, ouais, c'est encore parler en c'est une bonne anglais. acquisition, effectivement, Jimmy Vesey. On peut aussi rajouter que Vesey a connu un très bon début de saison, alors qu'il jouait avec Mika Zibanejad et Chris Strider. Ouais. Mais a absolument connu un ralentissement de production et c'est ça qui a fait en sorte que finalement, il n'est pas autant exceptionnel que les experts le considéraient avant le début de la saison. Comme tu te rappelles, il y a eu beaucoup de rumeurs, comme tu l'as dit, avec lui, comme quoi ça allait être le prochain prodige américain, pardon. Ouais. Et maintenant, se trouve avec une saison relativement moyenne, je dirais pas en bas des attentes, puisqu'il a quand même produit, il a aidé son équipe à gagner, mais présentement, il est sur, il est sur le cruise control, si tu me permets l'expression. Ouais. Ouais, en Ouais. effet. Maintenant, nous allons passer à la nouvelle, dans le fond, au nouveau segment qu'on a décidé d'insérer à l'émission de EP30. Il s'agit de Choisis ta couleur. Comme dans le fond, je l'ai expliqué en début d'émission, on choisit entre vert et rouge. Alors, je vais dire des affirmations et dans le fond, on va dans le fond se débattre. Donc, la première affirmation, Patrick Laine gagnera le trophée Calder à la fin de la saison. Rouge. Moi, je dis rouge à cette affirmation, mon cher Andrew, puisque, comme tu l'as dit, comme on l'a mentionné plus tôt dans l'émission, selon moi, ça va être Mitch Marner qui va remporter le Calder. Oui, on peut parler de Matthews et son rendement de but cette saison qui est absolument incroyable, mais Mitch Marner a le plus de points chez les recrues et a été le joueur qui s'est distingué le plus dans la LNH à sa première année. C'est pour ça que je lui remettrai le trophée Calder. Oui, exactement. Moi aussi, j'ai mis rouge. J'écoute parce que, bon, Laine a manqué des rencontres et ça va lui coûter cher sur le trophée Calder parce qu'écoute, il a quand même manqué quelques matchs des Jets de Winnipeg suite à la mise en échec qu'on a vue de Jake McCabe des Sabres de Buffalo. Mais il est quand même revenu au jeu rapidement. Mais là, présentement, Laine n'a obtenu aucun point ces deux derniers matchs. Et là, bon, on voit aussi l'éclosion de Marner qui a dépassé l'année, a dépassé Matthews. Moi, pour ma part, je pense que ça va se battre plutôt sur Marner, sur Matthews, sur Werenski que sur Laine. Laine, c'est sûr qu'il va être encore dans la course, ça, c'est sûr et certain, mais je ne crois pas que Laine va gagner le Calder cette année, Non. malheureusement, en raison, dans le fond, de sa blessure. Oui, effectivement. Deuxième affirmation, les Maple Leafs de Toronto feront les séries éliminatoires cette saison. Moi, je donne vert à cette affirmation. Euh, Beaucoup de choses ont bien été pour les Maple Leafs cette saison et continuent de bien aller. Je vais prendre par exemple l'exemple de Frédéric Anderson. Il a commencé la saison à Toronto. Les partisans n'étaient pas sûrs de ses performances. Comme tu te souviens, Anderson a un passé avec les Ducks où il s'échangeait le rôle de numéro un avec John Gibson. Ouais. Maintenant, il est numéro un à Toronto et ça va bien. Dans la deuxième moitié de la saison, ça va très bien pour lui. Et les Maple Leafs gagnent. Par la suite, on parle même pas de la direction avec les Lou Lamoriello et Mike Babcock qui font un travail exceptionnel euh, hors glace. Sinon, avec les Nylander, Marner et Matthews, l'attaque des Maple Leafs est en expansion à chaque moment où ces joueurs embarquent sur la patinoire et on parle même pas du rendement offensif de Tyler Bozak, Nazem Kadri et James Van Riemsdyk qui est quand même relativement bon cette saison, malgré les nombreuses rumeurs, surtout envers Bozak et Van Riemsdyk d'échange. Mais oui, je donne un vert puisque les Maple Leafs ont démontré beaucoup de maturité et ont démontré beaucoup de progrès cette saison. Alors, selon moi, ils mériteraient une place en séries éliminatoires pour vraiment démontrer en fait leur niveau d'adversité. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Vraiment, pour les mêmes arguments, j'ai mis vert, mais raisons et les explications, dans le fond, tu les as dit. Écoute, vraiment, tu as vraiment tout dit les points que je voulais aborder sur ce sujet-là. Donc,
On va passer dans le fond à la fin de l'émission. Donc, je te remercie d'avoir été présent à cette émission. Donc, Ça fait plaisir. c'est ce qui va clore dans le fond l'émission de EP30 de ce soir. Merci d'avoir été en grand nombre d'écouter cette émission de EP30. On vous revient ce dimanche où ce qu'on va faire encore de l'actualité sur la LNH, sur les récentes rumeurs qui ont circulé en fin de semaine. Donc, je vous remercie d'avoir été là. Merci à tous et à toutes. Et on va se retrouver ce dimanche pour du nouveau contenu sur la LNH. À la prochaine.